Bien, bonjour à toutes et à tous. On est ici pour notre toute dernière vidéo de l'année, toute dernière vidéo, tout niveau confondu. Voilà, c'est la toute dernière que je ferai et qui sera disponible, comme je l'avais pu l'expliquer déjà en classe, hein, pendant encore un temps assez long. L'idée, c'est de vous réexpliquer voilà, c'est certaines notions que j'ai pu voir en classe avec la majeure partie d'entre vous et vous permettre aussi de vous revoir ça bien à tête reposée à la maison, soit pendant les vacances si vous êtes vraiment motivé, soit en début d'année prochaine pour vous remettre bien toutes ces notions-là dans la tête, parce qu'on est quand même sur des notions assez importantes. On est dans le chapitre 7 sur la gravitation universelle. Toute cette première partie sur l'astronomie, je ne reviens pas dessus parce qu'on en a déjà parlé, vous aviez eu une longue vidéo là-dessus et la correction qui a été faite. Même chose pour ce qui concerne les interactions et les forces et également les exercices qui étaient en lien avec cette partie-là. Ensuite, la gravitation universelle. Donc là, c'est la suite du document. Hein, vous pouvez le télécharger sur le NT. Ce document, on vous explique donc globalement ce que c'est que l'attraction gravitationnelle, hein, cette théorie donnée par Sir Isaac Newton. Je vous ai mis d'ailleurs une petite vidéo également, dessin animé, pas forcément de très très bonne qualité, puisque c'est récupéré sur YouTube, justement de l'explication un petit peu de cette histoire de gravitation. Et puis ensuite, hein, les différentes notions importantes, le fait que c'est bien une action attractive, à distance et réciproque entre les deux objets, l'exemple de la Terre et la Lune qu'on retrouve assez facilement. Ensuite, vous avez également une autre vidéo que je vous ai mis sur la gravitation dans l'univers, qui permet d'expliquer que cette gravitation, c'est bien responsable en fait de la majeure partie des phénomènes que nous, on va observer dans notre vie quotidienne et dans l'univers. Ça fait partie des 4 interactions fondamentales. Comme toutes les forces, l'attraction gravitationnelle se mesure en newtons. Ça, c'est important, parce que je vais en avoir besoin juste après. La modélisation et la valeur de la force de gravitation. Donc là aussi, je l'ai déjà expliqué, hein, le fait qu'on a besoin de 4 caractéristiques. Le point d'application, la direction, le sens, la norme. Et puis, voilà, le petit schéma qui permet d'expliquer la force de gravitation entre les deux objets A et B et la formule qui permet de les réunir. Donc là, ici, sur le document que je vous ai donné, tout ça, c'est blanc parce que normalement, vous avez dû le compléter vous-même quand on était en classe. D'accord ? Sinon, vous allez en retrouver une version corrigée dans le NT avec l'ensemble des informations. Vous aviez également 2 exemples. Alors avec certains d'entre vous, les exemples, on n'a même pas pu les voir en classe, on n'en a pas eu le temps. Pour d'autres, j'ai pu voir au moins le premier exemple avec les élèves, ici un élève A et élève B. Il y a un deuxième exemple qui vous est donné juste en dessous. L'idée, c'est d'être capable d'utiliser cette relation qui est assez technique quand même, hein, cette expression mathématique, avec un carré, avec des unités assez particulières. Voilà, voir si vous êtes capable en fait aussi d'utiliser votre calculatrice. Donc n'hésitez pas à faire ces 2 exercices-là. Là aussi, je vais vous en donner la correction disponible dans le NT. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, c'est la suite. C'est-à-dire, en fait, le cas particulier de l'attraction gravitationnelle quand on est positionné à la surface de la Terre. Puisque dans ce cas-là, en fait, on va donner un nom à cette attraction gravitationnelle, on va l'appeler le poids. Donc là aussi, hein, vous pouvez regarder éventuellement dans votre livre, parce que c'est en lien avec les activités, pages 250 et 251. Et aussi la vidéo d'accompagnement, hein, que vous avez juste ici, hein, voilà, c'est celle que vous êtes normalement en train de regarder actuellement. Donc déjà, au niveau des définitions, là-dessus j'ai bien expliqué en classe et je le réexplique ici, le fait que le poids et la masse, c'est bien 2 choses complètement différentes et distinctes l'une de l'autre. On réexplique rapidement, la masse, qu'on va noter petit m, c'est en fait une mesure en gros de la quantité de matière, même si l'année prochaine en seconde vous verrez, quantité de matière c'est un petit peu différent. Mais voilà, là je ne vais pas rentrer dans le détail. En gros, ça va dépendre du type et du nombre de particules. Si c'est constitué d'atomes, quel type d'atomes, est-ce que c'est des électrons, est-ce que c'est des protons, voilà, il y a plein de choses qui entrent en compte là-dedans. Et finalement, c'est ce qui va définir ce qu'on appelle la masse, puisque chaque particule a sa propre masse. Et en gros, on va faire la somme de tout ça. Ça se mesure avec une balance en kilogrammes, qui est l'unité de mesure de la masse dans le système international, noté kg. Et la masse, c'est important, hein, là je l'ai bien expliqué, elle ne varie pas, quel que soit le lieu où le corps se situe. Que vous soyez au bord de la mer ou en haut d'une montagne, que vous soyez sur Terre, sur la Lune ou sur Mars, la masse en kilogrammes d'un corps ne change pas, puisqu'en fait, c'est toujours pareil, c'est la quantité de matière, le nombre et le type d'atomes. Donc si vous prenez un objet
le canard confiné par exemple, que vous l'envoyez sur la Lune, et ben les atomes qui constituent le plastique de ce canard confiné, ben, ça va être les mêmes atomes en même quantité quand l'objet va se retrouver sur la Lune, par exemple. Donc on est bien sur une masse en kilogrammes qui ne varie pas, quel que soit le lieu où le corps se situe. Le poids, alors là par contre c'est autre chose, hein. Le poids c'est bien l'attraction gravitationnelle, c'est donc la force. Le fait que la Terre, si on est sur Terre, hein, mais si on est sur un autre astre, bah, ça sera cet astre-là, c'est le fait que cet astre attire les objets. Et là, on considère, quand on parle du poids, que c'est l'objet situé à sa surface, ou à proximité de sa surface. Il se mesure donc, non pas avec une balance, mais avec un dynamomètre, je vais y arriver, et ça se mesure en newton. Comme toutes les forces, voilà. Il varie selon le lieu et selon l'astre sur lequel le corps se situe. Et ça, on le revérifiera d'ailleurs, hein, par un petit exercice juste après. Mais voilà, comme on est sur Terre et quand on est sur Mars, bah, l'attraction gravitationnelle n'est pas du tout la même. Donc du coup, le poids est différent, alors que la masse, elle, est identique. On a la même masse, quel que soit l'endroit où on se situe, mais pas forcément le même poids. Ce qui montre bien que les deux notions sont bien complètement différentes l'une de l'autre. Alors le poids peut donc être modélisé par les 4 caractéristiques de la force d'attraction gravitationnelle qu'on a pu voir en cours, hein. Je reprends exactement les mêmes que je vous ai déjà fait noter dans votre cours, sauf que là on va détailler, par exemple, pour un objet A situé à la surface de la Terre. Dans ce cas-là, le poids de cet objet, eh ben on l'avait déjà dit, hein, le poids d'implication, c'est le centre de gravité de l'objet qui est attiré, c'est-à-dire ici, le centre de gravité de l'objet A. La direction, c'est la ligne droite qui relie les centres de gravité des deux objets. Ça, c'est la définition générale pour la force d'attraction gravitationnelle. Sauf que dans ce cas-là, ça va être la ligne droite qui relie le centre de gravité de l'objet A et le centre de gravité de la Terre. En gros, si on simplifie, c'est bien la verticale, puisque la verticale, qui est définie par exemple par un fil à plomb, vous prenez un fil que vous y mettez une petite masse tout au bout, bah, ce fil, il va vous diriger vers la verticale, c'est-à-dire en gros vers le centre de la Terre. Et c'est cette ligne-là qu'on va prendre comme direction pour le poids des objets. Le sens, on a deux sens possibles hein, par rapport à la ligne verticale, soit c'est vers le haut, soit c'est vers le bas, et d'un point de vue astronomique, en plus, haut et bas, ça n'a pas vraiment de sens. Ici, on explique bien hein, le sens. Comme on l'avait écrit, c'est vers le centre de gravité de l'objet attracteur, et ici, l'objet attracteur, c'est la Terre. Donc, le sens de la flèche qui représente le poids d'un objet, ça sera donc dirigé vers le centre de la Terre. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Hein. Le poids est dirigé verticalement vers le centre de la Terre. C'est pas la peine de dire vers le bas, c'est pas la peine de dire vers le noyau de la Terre, parce que le noyau c'est quand même quelque chose d'assez gros, d'assez massif. Hein. On donne bien un point. Et le point qui nous intéresse, c'est le centre de la Terre. La valeur, la norme, bah, que vaut le poids, bah, ça on le verra juste après. Alors, ici vous avez un petit schéma qui vous montre justement hein, le poids d'une personne située à différents endroits sur la Terre, et on voit bien qu'à chaque fois, le poids est bien dirigé verticalement vers le centre de la Terre, et ça montre bien que finalement, il n'y a pas de notion de haut et de bas, hein, et le fait que les gens qui sont par exemple dans l'hémisphère sud, voilà, ils ne sont pas la tête en bas comme on pourrait le croire, parce qu'il n'y a pas de, ça n'a pas de sens cette histoire de haut et de bas d'un point de vue astronomique. C'est les pieds au niveau du sol, la tête dirigée vers le ciel, parce que quel que soit l'endroit où on se situe sur Terre, on est attiré vers le centre de la Terre. C'est l'attraction gravitationnelle, et ici, dans ce cas particulier, on va l'appeler le poids. Alors, maintenant, on a besoin de connaître exactement hein, ici la valeur ou la norme du poids. Voilà, on a besoin d'une expression mathématique qui permettrait de la calculer. On peut la mesurer, cette valeur du poids. On verra justement, c'est ce qu'on va faire lors de l'expérience. Mais on peut aussi la calculer. Quelle est l'expression? Là, je ne vais pas vous la donner. Il y a deux expressions en fait qui sont possibles. La première, vous la connaissez déjà. C'est celle que je vous ai donnée précédemment hein, pour la force d'attraction gravitationnelle. Le fait que la force d'attraction gravitationnelle, c'est grand G multiplié par MA fois MB divisé par D au carré. On pourrait très bien utiliser cette expression-là, ce qu'on a déjà fait d'ailleurs, si je remonte un petit peu dans ces exercices-là, puisqu'on vous demandait justement de mesurer, en fait, de calculer, pardon, la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur les petits objets posés à sa surface. Donc ce calcul-là, vous l'avez déjà fait. C'est la valeur du poids de notre objet. Mais en fait, il y a une autre relation, plus simple, et qui en plus relie directement le poids et la masse de notre objet. Et ça, en fait, pour pouvoir la connaître, cette nouvelle relation-là, eh ben, on n'a pas le choix, il faut faire une expérience. Et pour ça, il faut aller au laboratoire.
Alors, au laboratoire, on a plusieurs dynamomètres à notre disposition. Ils se ressemblent assez, hein. De toute façon, hein, c'est toujours le même principe, hein. L'objet qu'on va pouvoir suspendre à une potence, accroché comme ça, d'accord. Et puis ensuite, on va pouvoir y suspendre les différents objets au niveau du crochet que vous avez tout au bout. Et en fait, ce qu'on va voir sur le dynamomètre, vous voyez, c'est des graduations, d'accord. Alors, celui-ci, par exemple, fait une mesure au maximum de 5 newtons, mais vous allez avoir aussi, par exemple pour celui-ci, on peut avoir au maximum 2 newtons. Vous voyez, donc les graduations vont changer d'un dynamomètre à l'autre. À chaque fois, le principe est le même. On va aller mesurer la valeur de la force en regardant en fait la position du petit index coloré. Donc vous voyez, par exemple, pour celui-ci, c'est un index qui est de couleur rouge, pour celui-ci, il est vert. D'accord ? Pour chaque appareil, il est différent. Donc à nous de nous adapter. Et puis, en fait, sur ces appareils, sur ces dynamomètres, je rappelle le nom, hein, dynamomètre, en fait, on peut régler justement la position du petit index, d'accord? Parce qu'il faut qu'il soit absolument à la position 0 newton, d'accord? Quand il n'y a aucun objet suspendu au bout. Et vous remarquez d'ailleurs que c'est a priori le cas ici, d'accord? Si jamais c'est pas le cas, eh ben vous avez en fait la petite vis qui est tout en haut ici. Il suffit de la tourner pour monter ou descendre ce petit index qui est ici, d'accord? Donc là, moi, je vais utiliser ce dynamomètre-là pour mesurer en fait la force exercée par la terre sur mon objet que je vais suspendre ici au bout du crochet. Voilà, donc le dynamomètre est maintenant accroché, vous voyez, sur une potence, d'accord. Il est bien à vide, aucun objet n'y est suspendu, et donc je vérifie que le petit index coloré, ici tout en haut, est bien positionné à la position 0, d'accord, de façon à pouvoir bien mesurer correctement les forces exercées sur le ressort. Et nous ici, ce qu'on va aller mesurer, c'est le poids d'un objet, l'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur l'objet, hein, le fait que l'objet est attiré vers le centre de la Terre. Et nous, c'est ce qu'on appelle traditionnellement le poids de l'objet. L'objet que je vais utiliser, l'objectif, ça va être aussi de changer en fait la masse de l'objet, modifier la quantité de matière, la quantité d'atomes finalement dans cet objet. Et pour ça, je vais tout simplement utiliser ma trousse. Elle est là, d'accord? Puisqu'en fait, cette trousse, je vais pouvoir rajouter ou enlever des objets à l'intérieur. Donc forcément, je vais modifier la quantité de matière. Je vais donc modifier la masse en grammes de ma trousse. Et donc, je vais modifier le poids sur le dynamomètre. Donc, on va faire comme ça 3-4 manipulations de mesure de la masse et du poids de la trousse en fonction du nombre de stylos qu'il y a dedans. Pour mesurer la masse, vous l'avez reconnu, hein, elle est juste ici à côté, la balance. Alors le problème qu'on va avoir avec la balance, vous voyez, c'est que le plateau est assez petit par rapport à ma trousse. Donc quand je vais poser ma trousse dessus, vous voyez, ça penche sur les côtés. Et donc, on risque de mesurer une masse qui est pas celle attendue. Donc en fait, l'astuce ici, ça va être d'utiliser un petit support. Déjà, je vais l'allumer. On attend que le 0 se fasse, voilà. Je vais juste rajouter en fait une petite barquette comme ça, d'accord. Je fais le 0. Voilà, on est bien à 0, d'accord. Et donc maintenant, quand je vais poser la trousse, je vais bien mesurer la masse totale de la trousse. Et vous remarquez par exemple ici que la trousse a une masse totale de 495,4 grammes. Il ne me reste plus maintenant qu'à mesurer le poids de cette trousse. Pour ça, on utilise le dynamomètre. Donc je suspends la trousse à l'extrémité du dynamomètre, en faisant attention à ce que ça ne tombe pas. Voilà. Et on remarque, du coup, on va attendre que ça se stabilise. Vous voyez, hein, du coup, le dynamomètre forcément a bougé et on va pouvoir mesurer la valeur en newton. Et on remarque qu'on est à peu près... Et on remarque ici qu'on est entre 4,9 et 5 newtons. On va même pouvoir arrondir à 5 newtons. Donc je pense que maintenant vous avez compris le principe, hein. On va retirer de la trousse un certain nombre d'objets. Pas trop quand même parce que j'aimerais pouvoir faire quelques petites manips. Voilà. On va la refermer et on va peser, directement comme ça, sur la balance la masse de notre trousse. 438,5 grammes. Je vais le noter. Hop. Ma petite feuille à côté pour servir. Hein. 438,5 grammes. Hop, je vérifie. Voilà. Et donc maintenant, vous avez compris, hein, la trousse, je la suspends au dynamomètre pour mesurer la valeur de la force d'attraction gravitationnelle
exercée par la Terre sur ma trousse en newton. Il me reste une dernière valeur à mesurer, c'est en fait quand je ne mets pas du tout de trousse. En fait, c'est ce qu'on a fait au point de départ, mais en fait, on va en tenir compte quand il n'y a aucun objet suspendu sur le dynamomètre. L'objet n'a pas de masse, c'est comme si on suspendait un objet qui avait une masse égale à 0. Et quand on regarde, on a bien un poids en newton qui vaut 0. Donc le point 0, 0, il faut en tenir compte, on en a besoin. Un objet qui aurait une masse de 0 g n'a pas de poids, donc son poids vaut 0 newton. Et ça se justifie. Je vous l'expliquerai juste à la fin. Maintenant qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à saisir en fait toutes ces valeurs sur un tableur Excel pour pouvoir analyser en fait ces résultats. Donc suite à mon expérience au laboratoire, je vais donc pouvoir travailler maintenant sur le logiciel Excel. J'ai donc, comme vous le voyez ici dans mon tableau, directement entré les valeurs. Alors je les ai mises ici donc sous forme de colonnes. En faisant toujours très attention, parce que l'objectif ça va être de représenter un graphique avec le poids en newton en fonction de la masse. C'est-à-dire que sur mon graphique, je veux avoir la masse en abscisse, x, le poids en ordonnée, y. C'est-à-dire qu'ici, obligatoirement, la première colonne à gauche, c'est la masse, la deuxième colonne, c'est le poids. Si je les inverse toutes les deux, du coup, mon graphique va être fait à l'envers. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Il y a une petite manipulation également à faire avant de tracer le graphique, c'est le changement d'unité. Puisqu'ici, vous voyez que le poids est en newton, donc il n'y a pas de problème. C'était bien l'unité donnée par le dynamomètre. Par contre, la masse donnée par la balance était en grammes. C'est les valeurs que j'ai notées ici. Le souci qu'on va avoir, c'est qu'en fait, l'unité légale pour la masse en physique, c'est pas le gramme, c'est le kilogramme. Donc la première chose que je vais faire ici, c'est en fait intégrer une nouvelle valeur, mais cette fois-ci de masse en kilogrammes. Et on va lui demander de faire le calcul directement en prenant la valeur précédente, ici par exemple la case A2, 495,4 grammes, que je divise par 1000 pour avoir en kilogrammes. Hop, après j'ai plus qu'à développer toute cette colonne-là jusqu'en bas pour avoir ici la masse en kilogrammes. Et finalement mon graphique que je vais tracer, c'est pas avec cette valeur-là, mais avec celle-ci. Je veux que la masse soit donnée dans la bonne unité, c'est-à-dire en kilogrammes. Donc ici, on est sur 0,4954 kg et non pas 495,4 grammes. Je sélectionne les deux colonnes qui m'intéressent en faisant toujours bien attention. La première à gauche, ça va être l'abscisse petit x. L'ordonnée y sera la deuxième colonne. Ici, c'est le poids. Et donc du coup, insertion graphique. Alors par contre, quand on fait ce genre de travail, comme les points qu'on a ici sur notre graphique sont bourrés d'incertitudes, parce que ça dépend de matériel, on va choisir cette option-là. Vous voyez un nuage de points, mais sans qu'ils soient reliés entre eux. On ne relie jamais les points entre eux, un par un, parce qu'en fait, les points, on n'est pas sûr exactement de leur position, puisque l'expérience, il y a des incertitudes liées à l'utilisation du matériel et liées à la lecture des valeurs sur le matériel, notamment sur le dynamomètre ici. Donc je choisis cette option-là, le poids ici en newton par rapport à la masse en nuage de points non reliés entre eux. Je vais mettre tout ça sur le même graphique pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. On va faire assez rapidement un titre à ce graphique. Donc ici c'est le poids en newton en fonction de la masse, petit m en kilogrammes. Ici, c'est le poids P. D'accord, on lui donne un nom et on explique bien tout ce qu'on fait de manière bien rigoureuse. Je vais le mettre en noir et un peu plus grand pour qu'on voit bien. Ensuite, je vais mettre un titre à ce graphique. C'est déjà fait. Je vais y mettre des axes. Titre de l'axe ici horizontal. C'est donc la masse petit m en kilogrammes. Que là aussi je vais mettre en noir et un peu plus gros pour qu'on voit bien. Voilà. J'ai besoin également de mettre le nom en fait de mon ordonnée Y ici, parce que c'est pas Y en fait que j'ai. Moi c'est le poids P en newton, donc on fait comme ça, clac.
Donc après, ça dépend du logiciel que vous avez à la maison, forcément. Mais l'idéal, ce serait que vous essayiez de refaire ça chez vous, en Newton. De toute façon, c'est des choses que vous referez quoi qu'il arrive l'année prochaine. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Tac, on le met en noir et un peu plus gros. Voilà, pour que ce soit bien visible. Donc, voilà en fait mon graphique. Le poids, la masse. Poids en fonction de la masse. Si je veux mettre, tiens, on va mettre en mathématiques d'ailleurs, ça va être intéressant parce qu'on va en avoir besoin. En mathématiques, vous écrivez P égale F de M. Au lieu d'écrire Y égale F de X, Y pour moi ici c'est le poids, donc je mets P, et c'est pas X, pour moi en abscisse c'est la masse petit m. Donc du coup ça devient P égale F de M. Hop. Voilà. Alors la suite c'est quoi? Eh ben on regarde en fait ce graphique, quelle tête il a, et on remarque que en fait ça forme une droite passant par l'origine. Les points sont quasiment tous alignés avec l'origine. Et l'origine, on rappelle, hein, je l'ai expliqué un petit peu déjà tout à l'heure quand je vous ai fait l'expérience au laboratoire, l'origine, c'est finalement le seul point dont on est sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le sait d'après la définition, pour avoir de l'attraction gravitationnelle, c'est-à-dire pour qu'il y ait un poids non nul, eh ben, l'objet doit avoir une masse non nulle. Donc à partir du moment où on prend un objet qui a une masse égale à 0, ben, cet objet-là n'est pas attiré, donc son poids est égal à 0. Donc ce point-là, c'est le seul dont on est sûr, et c'est la théorie qui nous le dit, c'est même pas l'expérience, c'est la définition du poids qui nous le dit. L'attraction gravitationnelle, elle s'exerce quand les objets ont une masse. Pas de masse, pas d'attraction, donc pas de poids. Donc le point 0, 0, il est obligatoirement sur la droite. Par contre, les autres points qui sont là, il ne faut pas oublier que ce sont des points qui ont été obtenus expérimentalement. Ça va dépendre du matériel, ça va dépendre de l'utilisation du matériel aussi, hein. Peut-être qu'on l'utilise mal quand on fait l'expérience, même si le matériel est très précis. Ce qui fait que bah voilà, la position des points, elle n'est pas forcément juste. On n'en est pas vraiment sûr. Le seul dont on est sûr, c'est celui-là. Par contre, on remarque bien quand même que globalement, ça forme une droite qui passe par l'origine. En mathématiques, vous avez appris qu'une droite qui passe par l'origine, ça nous donne pas mal d'informations sur nos deux grandeurs. Le poids et la masse, ici par exemple, on va pouvoir dire qu'ils sont proportionnels entre eux. Donc ça veut dire que si je multiplie la masse par 2, je vais multiplier le poids par 2. Si je multiplie la masse par 5, je vais multiplier le poids par 5, etc. etc. Ça, c'est la notion de proportionnalité. D'accord ? Maintenant, il y a quand même un lien entre les deux. C'est-à-dire que grâce à cette droite qui passe par l'origine, je vais pouvoir calculer en fait vraiment le coefficient de proportionnalité entre les deux. C'est-à-dire, si je connais la masse, eh bien, il suffit de multiplier par un coefficient, que je ne connais pas encore mais qu'on va essayer de trouver, pour trouver directement la valeur du poids. Et ça, en fait, en mathématiques, vous l'avez appris, puisque si on est sur une droite qui passe par l'origine avec deux grandeurs qui sont donc proportionnelles, on est donc sur une fonction linéaire, et on connaît son équation à cette fonction linéaire, y égale a fois x. Et en fait, le coefficient de proportionnalité entre le poids et la masse, c'est ce coefficient petit a qui correspond en fait à l'ordonnée, pas l'ordonnée à l'origine, qu'est-ce que je raconte? Ça correspond au coefficient directeur de la droite qu'on appelle aussi la pente. Ça dépend un petit peu du vocabulaire que vous utilisez en cours de maths. Donc nous, sur les logiciels ici de saisie informatique, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une courbe de tendance. Vous voyez que le logiciel, lui, il a déjà d'office sélectionner la fonction linéaire, parce que lui, il a reconnu que c'était linéaire et que ça passait par l'origine. Maintenant, je vais l'obliger, en plus, à passer par l'origine. Vous voyez ici, hein, on va définir l'interception 0, 0 pour l'obliger à passer par 0, parce qu'on sait, d'après la définition, qu'on est obligé de passer par 0. Vous remarquez au passage que du coup, tous les points ne sont pas parfaitement alignés. Celui-ci, par exemple, a l'air légèrement décalé. Ça, c'est dû au matériel, c'est dû à l'expérience. Et moi, surtout, ce qui va m'intéresser ici, c'est l'équation. Donc ici, j'ai une petite case que j'ai cochée, vous voyez, hein, avec l'équation qui apparaît là, qu'on va faire apparaître un peu plus grande, parce que là, on ne voit rien du tout. Ça, je vais pouvoir l'enlever. Tac. Hop, on va faire comme ça. Alors, un petit peu de manipulation pour que vous y voyez bien clair. Voilà l'équation de ma droite. Alors, je l'ai fait en classe avec certains d'entre vous, en faisant directement l'expérience aussi avec la balance et le dynamomètre. Les résultats étaient à peu près similaires, hein, mais pas exactement le même. C'est normal, je n'ai pas fait la même expérience au même endroit ni au même moment. Donc voilà, il y a toujours les incertitudes liées à la mesure. Je vais juste corriger ici parce qu'il y a un risque de confusion. Avec ce X là, hein, il faut bien comprendre que c'est la lettre X. Donc moi je vais le mettre par exemple dans une autre police de caractère pour le faire apparaître sous la forme
voilà, d'un X un petit peu incurvé, vous voyez. Et en fait, moi, je vais remplacer ça par les vraies valeurs, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas X et Y, je m'en fiche de X et Y, moi. Ça, c'est des notations mathématiques. Alors, ils sont bien gentils, les profs de maths, mais nous, en physique, on utilise des choses un peu plus concrètes. Et ici, c'est quoi? X, l'abscisse, c'est en fait la masse de mon objet, de ma trousse, alors que Y, l'ordonnée, c'est le poids. Donc, je vais pouvoir remplacer mon équation, en fait, je peux l'écrire sous une autre forme, c'est-à-dire P égale la valeur que vous avez affichée ici, 10,068 multiplié par, non pas x, d'accord, ici en fait il y a un signe de multiplication qui n'apparaît pas, moi je le rajoute, d'accord, multiplié par x, et ce x, pour moi c'est la masse, petit m. Donc voilà, je sais qu'en fait le poids et la masse de mon objet sont reliés par cette relation-là. Si je connais la masse de mon objet, si la masse fait 1 kg, j'ai juste à faire ce calcul pour trouver son poids en newton. Et ça, c'est une expression qu'il faut absolument connaître par cœur, puisque ce petit coefficient que vous avez là, cette valeur qui est ici, ça porte un nom. Alors, en mathématiques, c'est petit a, la fonction mathématique, la fonction linéaire, c'est y égale a fois x, donc ça, c'est petit a. Mais nous, en fait, en physique, dans le cas du poids et de la masse d'un objet, ce coefficient de proportionnalité, qui correspond donc, je rappelle, au coefficient directeur de la droite, que le logiciel m'a calculé automatiquement, il porte un nom, ce coefficient, on l'appelle l'intensité de la pesanteur. La, plus loin, pesanteur. Et ça s'exprime en newton par kilogramme. Et son symbole, c'est la lettre petit g minuscule. Là aussi, il va falloir faire attention à ne pas confondre avec le grand G majuscule de l'expression générale de la force d'attraction gravitationnelle qu'on avait vue précédemment. Donc, vous avez ici, d'accord, ce coefficient qu'on appelle petit g minuscule, intensité de la pesanteur. Et quand on va écrire cette relation, en réalité, on va même inverser la masse et l'intensité de la pesanteur dans la relation. Et on écrira P égale M fois G. Ça, c'est une relation, une expression que vous allez connaître par cœur, quoi qu'il arrive, parce que vous allez l'utiliser tellement souvent l'année prochaine en seconde, que si vous ne la connaissez pas par cœur, c'est que vraiment vous faites exprès. Parce que voilà, P égale M fois G, c'est celle, même si vous continuez après les sciences en première et en terminale, vous allez utiliser cette relation très souvent. P égale M fois G, P égale M fois G, vous allez l'entendre et l'utiliser extrêmement souvent. Donc maintenant qu'on a regardé un petit peu sur le logiciel ce que ça donne, du coup on va pouvoir faire la synthèse de tout ça. Donc sur le document que je vous ai donné à la suite, vous allez donc retrouver les résultats qu'on vient de voir sur cette application Excel. Donc à chaque fois, je rappelle encore une fois, l'objectif c'est de mesurer le poids et la masse de plusieurs objets différents. Et ici finalement c'est juste utiliser la trousse dont on modifie le contenu. Comme on modifie le nombre d'atomes dedans, la masse change. Et donc du coup, le poids lui aussi change, puisque l'attraction gravitationnelle est différente. Alors, vous retrouvez donc ici le tableau des valeurs avec la masse en kilogrammes, c'est bien la valeur en kilogrammes, et le poids en newton. Et donc la courbe que je vous ai montré tout à l'heure, avec donc les points qui sont tous alignés quasiment avec l'origine du repère. Je rappelle que ce point-là, c'est le seul dont on est sûr. Les autres dépendent de l'expérience, dépendent du matériel, et donc comportent des incertitudes. Donc ça veut dire quoi? Vous allez le retrouver juste en dessous à chaque fois, le fait que le poids et la masse donc, sont proportionnels, qu'ils sont donc reliés par une fonction linéaire du type y égale a fois x. J'utilise ici le symbole x en version cursive pour que vous ne confondiez pas avec le signe de multiplication. Cette équation est donnée par le logiciel. Ici, par exemple, j'ai trouvé que le coefficient de proportionnalité, qui est petit a en fait en mathématiques, d'accord, en fait, il vaut 10,068. Alors, quelle unité? Pour l'instant, on ne sait pas trop, on va y réfléchir, d'accord. Par contre, là, ce qu'il faut bien faire comprendre, et je pense l'avoir expliqué déjà tout à l'heure sur le logiciel Excel, c'est que nous, on doit remplacer l'abscisse petite x en mathématiques, pour nous, c'est la masse petite m. L'ordonnée y, c'est le poids grand P. C'est pour ça qu'ici, l'équation a été changée, P égale 10,068 fois m. Donc, si je connais la valeur de la masse, j'ai juste à rentrer sa valeur pour connaître le poids en newton. Ce coefficient de proportionnalité petit a, d'accord, il est appelé intensité de la pesanteur, c'est son nom. Il va falloir connaître ce mot, intensité de la pesanteur, vous le rencontrerez très souvent l'année prochaine. Il est noté petit g minuscule, pas confondre avec le symbole des grammes, c'est deux choses complètement différentes.
Petit g minuscule, c'est une grandeur mathématique, c'est une grandeur physique, pardon, c'est ce qu'on appelle l'intensité de la pesanteur. En gros, si je simplifie, c'est l'intensité d'attraction. Plus cette valeur est grande, plus vous êtes attiré à cet endroit-là, quand vous êtes sur ce lieu-là. Petit g minuscule, c'est donc l'intensité de la pesanteur, et ça s'exprime en newton par kilogramme, N sur kg. Donc l'expression, en fait, quand je reprends cette expression-là, le 10,068, là, c'est petit g minuscule, donc ça fait P égale petit g fois M, mais en fait, en général, en physique, on l'apprend sous cette forme-là, P égale M fois G. Donc cette relation-là, vous allez l'entendre des dizaines et encore des dizaines de fois l'année prochaine. Donc si vous ne la connaissez pas par cœur, c'est vraiment que vous le faites exprès, parce que entre les exercices, entre le cours et le fait de l'entendre à répétition de séance en séance, voilà, c'est vraiment la relation de physique quasiment qu'on entend le plus sur le niveau lycée et fin de collège, même si nous, là, ça a été vu un petit peu à l'arrache, on va dire, à cause du confinement, mais on aurait dû passer un peu plus de temps là-dessus. Mais voilà, P égale M fois G, voilà, vous allez vite être habitué à l'entendre, cette relation. Attention, toujours pareil, hein, vous allez avoir à faire quelques petites applications tout à l'heure. Le poids est donné en newton, ou sera calculé en newton, mais du coup, la masse, pour ça, doit toujours être mise en kilogrammes, et l'intensité de la pesanteur est en newton par kilogramme, parce que régulièrement, dans les énoncés, dans les exercices, on vous met des pièges, et on change un petit peu les unités. Donc en gros, hein, l'idée c'est, voilà, on connaît l'endroit où on se situe, on sait sur quelle planète on se situe, on vous donne donc son intensité de la pesanteur, on donne la masse de l'objet en kilogrammes, vous calculez son poids. Après, il arrive aussi que cette relation, vous deviez l'utiliser autrement. Par exemple, on vous donne le poids et la masse d'un objet, vous devez retrouver la valeur de petit g. Ou alors, on vous donne le poids et petit g, et vous devez en retrouver la masse en kilogrammes. Après, c'est juste cette expression-là que vous devez utiliser et modifier sous une autre forme. Par exemple, g égale P sur M, dans ce cas-là. On prend la masse qui est ici, on l'envoie de l'autre côté du signe égal, donc la multiplication se transforme en division. G serait égal à P divisé par M. Donc là, je vous laisserai regarder ça d'un peu plus près si vous voulez, parce qu'il y a pas mal d'exercices là-dedans dans le livre. Et puis de toute façon, encore une fois, c'est des choses que vous referez en seconde. Et voilà, vous serez vite habitué à travailler cette notion-là. Alors, quelques remarques importantes. Dans l'expérience donc, que moi j'ai réalisée, l'intensité de la pesanteur petit g, donc c'est mesuré dans le laboratoire de Saint-Adrien à Ascq, et donc j'ai trouvé une valeur de 10,068 newton par kilogramme. C'est très proche de la valeur réelle attendue, qui est de 9,80 newton par kilogramme, qui est la valeur moyenne sur Terre et qui est la valeur en France en général. Voilà. En plus, j'ai fait cette expérience avec certains d'entre vous en classe, et on avait même réussi, en refaisant l'expérience, à trouver une valeur encore plus précise et encore meilleure que celle que j'ai là, encore plus proche des 9,80. Donc ça dépend naturellement du lieu, ça dépend du matériel, de la manière dont on manipule. Voilà. Donc voilà, il y a plein de paramètres qui font que des fois le résultat va être légèrement différent. Toujours pareil, c'est comme je l'expliquais aussi tout à l'heure, je reviens là-dessus, les points, ils ne sont pas exactement alignés parce que voilà, c'est des résultats expérimentaux et donc qui comportent des incertitudes. Le seul dont on est sûr, je rappelle, c'est le 0, c'est celui-là, parce que c'est la définition qui nous le dit. Un objet qui n'a pas de masse n'est pas attiré, donc son poids est forcément égal à 0. Alors, l'intensité de la pesanteur, ça se note petit g minuscule, ça ne doit pas être confondu avec les grammes. On est d'accord que c'est deux choses complètement différentes. Les grammes, c'est une unité de mesure de la masse. Ça, c'est l'intensité de la pesanteur, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, en gros, l'intensité d'attraction. Ça ne doit pas non plus être confondu avec la constante de gravitation universelle, grand G majuscule, que je vous ai déjà donné précédemment dans l'expression générale de la force d'attraction gravitationnelle. Grand G multiplié par MA fois MB divisé par D carré. Donc revoyez cette partie-là, mais c'est bien deux choses complètement différentes et qui se mesurent dans deux unités différentes. En plus, la constante de gravitation universelle, comme son nom l'indique, c'est une constante. C'est-à-dire que la valeur, elle est toujours la même, quel que soit l'endroit où vous êtes. 6,67, 10 puissance moins 11 en unité du système international. Alors que petit g, l'intensité de la pesanteur, ça par contre, ça va dépendre du lieu et de l'astre où vous êtes. C'est ce que j'ai écrit là. Petit g minuscule, la valeur dépend de l'endroit où on se situe. En effet, ça dépend de l'attraction. Donc si vous êtes sur un endroit où l'attraction est forte, petit g est grand. Et inversement, si l'attraction est faible, petit g sera faible. Quelques petits exemples qui vous expliquent ça. Quand vous êtes par exemple en haut d'une montagne, comme on est loin du centre de la Terre, il y a moins d'attraction, donc du coup, petit g est faible.
Alors que si vous êtes en bord de mer, on est plus proche du centre de la Terre, donc là vous allez avoir une intensité de la pesanteur petit g qui va être plus grande. Au niveau de la Terre, c'est pareil. Je vous ai mis ici un petit schéma qui vous montre les valeurs de l'intensité de la pesanteur en fonction des endroits où on se situe sur Terre. Il faut savoir que voilà, en moyenne, et notamment en France, la valeur est de 9,81 Newton par kilogramme. Mais après, si on se déplace ailleurs que sur Terre, on tourne à peu près autour de cette valeur, mais avec des légères différences, notamment entre l'équateur et les pôles, pôle nord et pôle sud. Quand on est à l'équateur, la valeur est plus faible. Quand on est au niveau des pôles, c'est l'endroit où on va retrouver la valeur la plus forte. Pourquoi? Parce qu'en fait, à cause de sa rotation sur elle-même, la Terre elle est légèrement aplatie au niveau des pôles et un peu arrondie, un peu bombée au niveau de l'équateur. Ce qui fait que quand vous êtes au niveau de l'équateur, comme c'est un peu bombé, vous êtes un peu plus éloigné du centre de la Terre. Donc du coup, vous êtes un peu moins attiré. C'est pour ça que petit g est plus faible. En revanche, quand on est au niveau du pôle nord et du pôle sud, et ben, comme vous êtes un peu plus près du centre de la Terre, puisque la Terre est légèrement aplatie à cet endroit-là, et ben, vous êtes plus près du centre de la Terre, donc l'attraction y est plus forte. C'est pour ça que l'intensité de la pesanteur petit g y est plus grande. Ça a beaucoup d'importance, par exemple, pour l'envoi des fusées. Si vous fouillez un petit peu dans votre livre, il y a certains exercices qui en parlent. Toutes les bases de lancement des fusées, que ce soit américaines, russes ou européennes, sont placées le plus près possible de l'équateur. Alors ça permet de profiter du lancement, de la rotation de la Terre sur elle-même qui va donner un petit peu l'effet d'une fronde pour donner de la vitesse, mais ça permet aussi d'économiser du carburant parce que comme on est moins attiré, vu que l'attraction gravitationnelle est plus faible au niveau de l'équateur, ça nécessite moins de carburant pour décoller. Donc qui dit moins de carburant dit ça fait économiser des sous. Donc c'est pour ça par exemple que vous voyez ici sur la carte, on le voit bien par exemple pour les États-Unis, je vais y arriver. Les bases de lancement sont en général au niveau de la Floride, le Cap Canaveral, qui est juste ici au niveau de la Floride, donc on est assez près de l'équateur. Même chose pour nous qui sommes en Europe. Alors l'Europe elle est là, mais en fait la base de lancement européenne, au cas où vous n'êtes pas au courant, ça se passe en Guyane, c'est le département d'outre-mer français, qui est juste ici au nord du Brésil, et on est quasiment au niveau de l'équateur. Donc là aussi, c'est pour vraiment profiter de la rotation de la Terre sur elle-même qui va nous donner de la vitesse, mais aussi de l'attraction gravitationnelle qui est plus faible. Si on change d'astre, naturellement, là aussi, la valeur est complètement différente. Par exemple, petit g, l'intensité de la pesanteur, va être plus faible sur la Lune ou sur Mars, parce que ce sont des astres qui sont plus petits et qui sont moins massifs que la Terre. Et donc, à ces endroits-là, l'attraction y est plus faible. Par contre, si vous allez sur Jupiter, Saturne, ou le Soleil, ou n'importe quelle autre étoile, forcément, là, on est sur des objets qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus massifs que la Terre, qui attirent beaucoup plus. Donc, petit g, l'intensité de la pesanteur y est beaucoup plus forte. Une petite application, alors il y a d'autres exercices si vous voulez dans le livre, notamment certains qui sont corrigés, mais le livre après vous l'aurez pu puisque vous l'aurez rendu, mais voilà, n'hésitez pas même à fouiller sur internet, et puis vous aurez encore une fois l'occasion de refaire ce genre de travail en seconde, mais au moins vous l'aurez fait une fois. Là par exemple c'est comprendre pourquoi quand on était sur la Lune, les astronautes américains, alors qu'ils portaient un équipement extrêmement lourd, faut savoir que les scaphandres des Américains de l'émission Apollo, on était sur des scaphandres qui pesaient un peu plus de 100 kg. C'est pour ça quand on les regardait sur Terre, pour se déplacer, ils avaient forcément besoin d'avoir des gens autour d'eux pour les aider à se déplacer, à se tenir debout. Alors que sur la Lune, quand on les regarde, ils vont se déplacer comme ça en faisant des bonds qui semblent un peu au ralenti, et ils n'ont pas du tout besoin d'aide pour se déplacer. Et alors que, voilà, parce que le scaphandre et l'astronaute américain lui-même, tous ensemble, quand on prend la masse totale de tout ça, on était quasiment à 200 kg, voire même parfois plus de 200 kg. Et pourtant, sur la Lune, quand on regarde les sauts, je vous inviterai à regarder cette petite vidéo qui est ici, voilà, on voit vraiment que ça fait des bonds au ralenti, tout doucement, et on peut même atteindre des grandes hauteurs. Et ça, c'est lié au fait justement que l'intensité de la pesanteur petit g, vous voyez, sur Terre, elle vaut 9,81 Newton par kilogramme, alors que sur la Lune, elle ne vaut que 1,62 Newton par kilogramme. Donc du coup, ça va influencer les mouvements des personnes qui vont aller à la surface de la Lune. Voilà, je vous invite à faire ce petit exercice d'application. Vous allez en retrouver aussi la correction dans les documents que je vous ai mis sur l'ENT. C'était notre dernière vidéo pour cette année et pour cette période de confinement assez particulière. Je ne m'attendais pas à devoir faire ça avec vous, mais bon, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à les lire que moi à les faire, même si ça a été souvent très laborieux et compliqué.
Je vous souhaite de bonnes vacances, puisque ça va être quasiment fini pour vous là, et pour moi aussi bientôt. De bonnes vacances, ressourcez-vous bien, profitez-en bien, et surtout, comme on risque de, pour certains d'entre vous, ne plus se revoir l'année prochaine, je vous souhaite de bonnes continuations dans toutes vos aventures qui vous attendent au lycée et dans toutes les formations et toutes les orientations que vous avez choisies. À bientôt! Dès qu'il y a un spot à la télé qui me parle d'un canard, j'y vais. Dès qu'il y a un spot à la télé qui me parle d'un canard, j'y vais.